commence par quoi? C'est toujours un peu étrange. Je sais jamais vraiment quoi dire. Ok. Ça. Oh. Ok. Chers lecteurs, ici Nico Nico, le directeur éditorial et fondateur de Chato Chato, la petite maison d'édition de manga qui monte. Cette semaine dans le journal de bord, il y a pas mal de sujets que nous devons aborder. Non, en réalité c'est faux. Il s'est absolument rien passé et c'était relativement calme ces 2 dernières semaines. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, plus sérieusement, commençons réellement avec les infos qui se sont passées ces 2 dernières semaines pour les éditions Chato Chato. Tout d'abord, petit retour sur notre participation à la Japan Addict Z qui a eu lieu à Strasbourg comme chaque année au début du mois de juin. C'est une convention que j'apprécie énormément puisque elle a été créée par l'un des fondateurs du Camphrier, qui est une librairie basée à Strasbourg, peut-être la plus grande là-bas, et qui est également l'un des premiers soutiens de Chato Chato depuis ses débuts. Du coup, forcément, il fallait que j'y aille comme tous les ans pour pouvoir aller à votre rencontre et faire honneur justement aux équipes du Camphrier et à l'association Kakemono qui organise l'événement. Sauf que le problème, c'est que j'avais totalement oublié de m'inscrire. Et oui, le Nico à la mémoire de poisson a encore touché. Il s'avère que chaque début d'année, j'organise le calendrier des conventions. Je décide dans quelle convention nous allons participer en fonction de plein de facteurs différents. Nombre de visiteurs, si l'équipe est plus ou moins organisée et gentille, le chiffre d'affaires bien sûr, et l'ambiance générale. Ah, croyez-moi, comme ça paraît simple et on a l'impression que toutes les conventions se valent, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. Il y a eu des fois où la convention était très bien gérée, avec un staff adorable, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et mine de rien, quand on se déplace en convention, il faut à minima rembourser les frais de déplacement. Dans d'autres cas, c'était bien pire. Non seulement la convention n'avait pas de visiteurs ou le chiffre d'affaires était très bas, mais en plus, les organisateurs étaient vraiment des personnes exécrables. Et même si on me dit qu'il faut des fois faire abstraction de ce genre de choses pour se focaliser uniquement sur le chiffre d'affaires, pour moi les deux vont de pair. Du coup, comme je le disais, j'organise chaque année effectivement les dates et les conventions auxquelles on va participer. Et normalement, j'aurais dû inclure la Japan Addict comme tous les ans, mais je ne sais pas pourquoi, dans l'équation, j'ai totalement oublié de l'indiquer, peut-être parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore préparé les conventions du mois de juin. Du coup, je me retrouve au mois d'avril à me rappeler que la convention avait lieu au mois de juin et à les contacter en urgence pour les demander s'il restait de la place. J'avais très peu d'espoir parce qu'aujourd'hui, pour s'inscrire à une convention, là où auparavant on pouvait le faire au minima 2 mois à l'avance, aujourd'hui il faut se préparer 1 an à l'avance. Les équipes de Kakemono me répondent et me disent que malheureusement ils n'ont pas de place, mais que je dois rester au taquet car peut-être il y aura des désistements. Du coup, j'attends un petit peu et il s'avère qu'il y a 3 semaines, on m'indique que effectivement il y a un désistement et que je peux prendre un stand lors de la convention. Ni une ni deux, je suis très content parce que je vais pouvoir enfin retourner à Strasbourg et faire cette convention que j'apprécie tant. En plus, cette année, l'événement s'est déplacé afin de pouvoir être dans un lieu bien plus grand et aéré par rapport aux années précédentes. Tout est bon, je suis prêt à participer à l'événement et vient le jour J. Alors le jour J, c'était quand même une sacrée histoire. Petite parenthèse importante, la semaine précédant l'événement Japan Addict, j'avais participé à une autre convention qui cette fois-ci avait lieu en Île-de-France. Il s'agissait du Hotsen Digital Games. Les organisateurs avaient été incroyables et m'avaient invité gentiment afin de faire une conférence et tenir un stand. Bon, alors le stand n'a pas très bien fonctionné parce que forcément la majorité des visiteurs étaient des écoles qui venaient le vendredi, car oui, l'événement avait lieu le vendredi et le samedi, contrairement aux autres conventions où c'est le samedi et le dimanche. Et en plus, le public de cette convention est vraiment très spécial. Le vendredi, c'est réservé aux écoles et le samedi, le public qui n'y va pas forcément pour acheter des choses, mais plutôt pour faire des activités. Bref, cette convention s'était très bien passée, mais du coup, tout le stock que j'avais amené là-bas, je l'avais encore. De ce fait, je l'ai gardé dans la voiture directement, afin de ne pas m'embêter la semaine d'après et repréparer à nouveau des stocks pour la prochaine convention. On revient au moment présent. Je me dirige vers Strasbourg, tout content, tout tranquille, tout se passe bien, et j'arrive là-bas. Nouveau lieu, très grand, absolument magnifique, je me dis, ça va être génial, les gens vont pouvoir circuler, je suis quasiment sûr qu'il y aura autant de monde que les années précédentes. J'arrive, je demande où est mon stand, les équipes de Kakemono sont adorables et m'aident à me diriger vers mon stand, et là, qu'est-ce que je vois? Juste une table.
Ouais, juste une table. Et là, d'un seul coup, j'ai un énorme flashback. Et je me rends compte que cette convention est un peu spéciale. Puisque comme elle est organisée par une association et que forcément ils n'ont pas énormément de moyens, du coup les stands sont livrés sans cloison et sans mur. Voilà que je me retrouve avec une seule et unique table comme stand. Bref, c'est la merde. Pas de soucis, que des solutions. Et il s'avère que j'ai en ma possession une sorte de mur modulable que je peux mettre en place, une structure en aluminium sur laquelle on met une chaussette, donc une énorme bâche, avec un encart publicitaire aux couleurs de la maison d'édition. Ce mur modulable est extrêmement pratique dans le cas où effectivement il n'y a ni cloison ni mur. Je l'avais acheté l'année dernière et mine de rien, il m'a plutôt bien servi jusqu'à présent. Ni une ni deux, je me dis c'est bon, on va utiliser ce mur modulable et ça devrait pas poser de problème, le stand va être très beau et nickel. Sauf que, et oui, il y a toujours un sauf que avec moi, la seule fois de l'année où je me décide de laisser ce mur à la maison plutôt que de le laisser dans le coffre de la voiture, eh bien c'était cette fois. Et oui, le matin même, je me décide finalement de ne pas prendre ce mur parce que je me dis ça va prendre trop d'espace, c'est trop lourd, c'est un peu contraignant et j'en ai clairement pas besoin. Ah là là, des fois qu'est-ce que je peux me détester. Fait chier quand même, hein. La seule fois de l'année où j'ai vraiment besoin de cet outil-là, je décide de le laisser à la maison. T'es un con. Je suis un con en effet. Du coup, on n'a pas de mur, on n'a qu'une table, il va quand même falloir se débrouiller. Et chez moi, la débrouille c'est comme avec MacGyver, je peux faire n'importe quoi avec une allumette. Heureusement, l'organisation proposait des grilles qu'on pouvait mettre en place comme des paravents. Du coup, j'ai décidé d'utiliser ces grilles-là qui étaient à disposition et de les caler contre une table. En faisant ça, j'avais une sorte de pseudo-mur sur lequel je pouvais mettre les kakémonos que j'avais amenés. Ouf, au moins un problème de résolu. Bon, certes, visuellement, c'était pas extrêmement attrayant, mais au moins ça fonctionnait. Mais si seulement c'était le seul problème qu'il y avait. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que la semaine précédente, j'avais ramené tout le stock de l'événement Haute-Scène Digital Games, eh bien j'avais à peu près le stock de tous les mangas, sauf pour un manga qui était le seul qui s'est très bien vendu là-bas et dont il me manquait des tomes 1 qui étaient présents dans les bureaux. Et forcément, quand on est un tout petit peu fatigué de convention, on pense pas à faire le réassort. Je me retrouve à Strasbourg avec tous les mangas, sauf peut-être l'un des plus importants, Enrollback. Alors, Enrollback, c'est un peu le manga, entre guillemets, qui attire tout le monde. C'est un manga qui a été en rupture de stock au niveau national 2 fois, c'est un manga qui attire l'œil de par sa magnifique couverture, et c'est surtout l'un des mangas qui se vend le plus, à la fois en librairie et en convention. Là, je vois, une fois que j'arrive là-bas, que j'ai un carton entier de tome 2. J'ai un carton entier de tome 3, et là je vois qu'il me reste que 6 pauvres exemplaires du tome 1. Alors là, dans ma tête, c'est la panique. Je commence à me dire, c'est pas possible, où est-ce qu'ils sont? Peut-être je les ai laissés dans un autre endroit dans la voiture, donc je retourne, je fouille, et là je vois que ce n'est malheureusement pas le cas. C'était de ma faute, car comme l'événement précédent avait lieu en Ile-de-France, je m'étais dit que ce n'était pas la peine de prendre énormément de stock du tome 1, et que j'en reprendrais au passage si derrière ça se vendait bien. Et forcément, avec ma mémoire de poisson rouge, je me suis retrouvé à avoir très peu de stock du tome 1 de Enrollback, mais à ne pas faire le réassort. Du coup, ce deuxième problème est un peu plus contraignant car je me prive quand même de pas mal de ventes. Mais bon, je me dis, c'est pas très grave, on va faire avec ces 6 exemplaires, et le reste, du coup, on le vendra pas. Heureusement pour moi, les visiteurs et même le staff ont été absolument adorables durant ce week-end, et ce qui est très bien, c'est que la majorité des personnes se sont intéressées vraiment à l'entièreté du catalogue, et pas uniquement à Enrollback. D'ailleurs, ce qui m'a le plus surpris, et je continue à le dire même encore aujourd'hui, c'est que de plus en plus en convention, quand j'y vais, en fait, les personnes connaissent la maison d'édition. Forcément, après 6 ans, pas mal de personnes commencent à connaître la maison d'édition parce qu'on est bien intégré dans le paysage éditorial. Mais malgré tout, il y a toujours ce côté petite maison d'édition qui monte, et donc quand on veut dire petite maison d'édition qui monte, c'est qu'on n'est pas encore connu de tous. Mais là, depuis 2-3 mois, je remarque que toutes les personnes justement qu'on rencontre lors de conventions connaissent déjà la maison d'édition. Et soit viennent se réastock de nouveautés ou de suites de séries qu'ils ont déjà, soit ils viennent simplement pour discuter parce qu'ils ont déjà la majorité des titres du catalogue. Et ça me fait énormément chaud au cœur. Parce que mine de rien, j'ai pu voir des personnes que je côtoie via le Discord de la maison d'édition ou même sur les différents réseaux sociaux de Chato Chato. Et autant vous dire
dire que c'est la partie que je préfère le plus lors des conventions, c'est la partie où je peux discuter directement avec vous. En plus de cela, effet un peu étrange, vu que maintenant je me suis lancé sur YouTube, même si on n'est pas énormément d'abonnés et que la chaîne a été lancée que depuis 3 mois et demi, il y a eu quand même pas mal de personnes qui sont venues me voir à cause de la chaîne YouTube, ou plutôt grâce à la chaîne YouTube, je devrais dire. Ces personnes-là étaient peut-être les plus intéressantes, parce que c'était des personnes qui ne connaissaient pas vraiment la maison d'édition et qui ont connu celle-ci grâce aux différentes vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Pour moi, c'était extrêmement intéressant car je pouvais non seulement leur présenter la maison d'édition en bonne et due forme, mais en plus je pouvais les guider justement dans le choix de lecture qu'ils voulaient faire. Au final, la convention s'est très bien passée. Tout le monde était très content, que ce soit les lecteurs comme moi-même, malgré le fait qu'il me manquait un peu de stock à la fin. J'étais quand même très content de pouvoir aller à votre rencontre et surtout dans cette belle ville de Strasbourg que j'apprécie vraiment beaucoup. Prochaine convention qui viendra clôturer la mi-saison des conventions, il s'agit de Japan Tour Festival. Là pareil, c'est une convention que j'apprécie énormément puisque je la fais depuis quasiment nos débuts. Et l'ambiance qu'il y a là-bas, les gens, même la ville de Tours est une ville que j'apprécie beaucoup. Du coup, j'ai hâte d'y être et j'ai quand même hâte de clôturer un petit peu la saison des conventions et prendre un peu de repos par la suite. Car oui, cela va me permettre de rebondir sur la deuxième actualité de la semaine, c'est l'annonce de la non-participation de Chatto Chatto à Japan Expo cette année. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser à toutes les personnes qui espéraient nous voir à Japan Expo suite au succès du stand l'année dernière, mais il faut bien comprendre plusieurs choses. La première, c'est que l'année dernière, on a tous été surpris, et moi le premier, par le succès justement du stand Chatto Chatto. Le monde qu'il y a eu dès le premier jour et les queues incessantes ont fait que le samedi, on était littéralement sous l'eau avec 5 personnes qui devaient gérer le stand, alors qu'à la base, on était censé être qu'une seule personne à gérer le stand et moi en backup que je viens après mes réunions professionnelles. Après cette expérience qui a été extrêmement gratifiante, on va pas se le cacher, j'étais éreinté et mes staffs encore plus. Du coup, j'ai hésité énormément avant de participer cette année, mais il y a eu plusieurs points qui m'ont fait pencher en la faveur de la non-participation pour cette année. Je vous explique. Tout d'abord, il s'avère que pour gérer une Japan Expo, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Et il y a 6 mois, j'étais censé être à l'étranger au mois de juillet. Et forcément, comme je suis le fondateur de la maison d'édition, je peux pas laisser les clés à n'importe qui. Du coup, c'est un petit peu compliqué de déléguer la gestion d'un événement aussi important que Japan Expo à quelqu'un d'autre. Donc déjà, ça c'était le premier point. Il s'avère que les plans ont changé il y a de cela 2 mois et que finalement, je pouvais participer à l'événement. Mais à ce moment-là, il y a eu plusieurs questions qui sont arrivées. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de participer à un tel événement alors que 2 semaines après, il y aura les Jeux Olympiques qui vont commencer et que le lieu qui accueille Japan Expo va servir de centre d'entraînement pour certains des athlètes. Je me dis, ça va être un bordel pas possible. Et ça peut avoir une incidence sur le nombre des visiteurs qui vont arriver à Japan Expo. Soit, imaginons que derrière, cela ne pose pas de problème et que la gestion est fluide. Le deuxième problème vient de notre catalogue. En tant que maison d'édition indépendante, forcément, on ne peut pas renouveler le catalogue autant qu'on le voudrait. Je me suis posé la question suivante. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de prendre un stand qui est relativement cher, tout en sachant que le catalogue de la maison d'édition ne s'est pas renouvelé vraiment énormément depuis l'année dernière? Car, à part 2 nouveautés, à vrai dire, il n'y aurait pas énormément de choses à proposer cette année à Japan Expo. Et clairement, il est hors de question pour moi de payer juste pour faire acte de présence. Enfin, le dernier argument qui a plaidé en la faveur d'une non-participation, c'est tout simplement le fait que je veux me reposer. J'ai besoin de vacances. Alors oui, je vous ai dit que tous les staffs étaient éreintés l'année dernière, et c'était également mon cas. Et je me suis dit que cette année, c'était peut-être l'année idéale justement pour pouvoir faire une pause. Moi, ça me permettra de faire mes réunions professionnelles de manière beaucoup plus détendue que l'année dernière, et en plus, ça me permettra de participer à l'événement en tant que visiteur, chose que je n'ai pas faite depuis 2018. Ah, autant vous dire que le plaisir de pouvoir dépenser son argent et faire la queue pour avoir une dédicace, ça n'a pas de prix. Avec tous ces arguments, la décision a été vite prise. Cette année, on fait une césure et comme ça, cela nous permettra de mieux préparer notre retour l'année prochaine avec plein d'activités, des nouveautés et des petites surprises. Bon, je vais quand même vous avouer que j'ai un peu eu les boules, parce que j'ai vu la conférence de presse de Japan Expo, et quand on sait que la seiyuu qui va faire la voix de Rin dans l'anime Pseudo Harem est invitée à Japan Expo pour des dédicaces et une conférence, je me dis que je rate quand même pas mal le coche pour pouvoir organiser vraiment un gros événement autour de l'anime et du manga. Mais bon,
Ça sera pour une prochaine fois, et moi je ferai mon fanboy pour essayer de la rencontrer et lui demander de me faire la magnifique voix de Rin qu'on pourrait écouter dans l'anime qui débarque justement au mois de juillet. Est-ce que je suis un fanboy? Un petit peu. Au final, pas de stand cette année pour Chatto Chatto à Japan Expo, mais j'y serai quand même. Et si vous voulez venir me rencontrer, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire et je verrai si on peut organiser un petit meet-up pour pouvoir discuter tous ensemble. Autre news importante dont je voulais vous parler, et celle-ci malheureusement n'est pas très heureuse. Il s'agit de la fermeture de la plateforme Picoma. Alors Picoma c'est quoi? Picoma c'est une plateforme de lecture de manga et de webtoon en ligne et qui était notamment partenaire de Chatto Chatto et de quasiment tous les éditeurs de manga présents en France. Ainsi vous pouviez retrouver dès à présent nos mangas Carciphona et Dragon Metropolis sur la plateforme et d'autres mangas étaient censés arriver sur celle-ci durant l'année. Malheureusement pour moi, j'ai découvert, comme la majorité des personnes, que la structure allait fermer d'ici le mois de septembre. Je vais pas vous le cacher, ça m'a fait un petit choc. En effet, j'ai découvert l'information sur les réseaux sociaux et non pas via Picoma directement. Et pourtant, nous sommes partenaires. C'est un moyen un peu brutal de l'apprendre quand on l'apprend comme ça sur les réseaux sociaux, car on ne sait pas comment réagir. Que vont devenir justement les mangas qu'on propose sur la plateforme? Qu'est-ce qui va se passer des exclusivités qu'on avait signées avec eux? Il y a plein de questions qui se mêlent justement dans mon esprit à ce moment-là. Et le problème, c'est que je ne peux pas avoir de réponse puisque les équipes de Picoma ne répondent pas. Silence radio de leur côté, annonce de fermeture de l'autre. Autant vous dire que clairement, c'était pas une annonce qui me faisait chaud au cœur. Bien au contraire. J'apprécie énormément les personnes qui travaillent chez Picoma France et l'idée de savoir qu'ils vont perdre leur emploi d'ici le mois de septembre, ça me fait toujours quelque chose. Malgré tout, je dois penser un petit peu à la maison d'édition et surtout à vous. Autant pour des mangas comme Dragon Metropolis ou d'autres qui vont arriver, on peut les mettre sur d'autres plateformes. Autant il y a le cas de Self. Pour les personnes qui ne savent pas, Self c'était un manga très spécial qui avait été écrit par la mangaka de Frankenstein Family et qui avait été proposé l'année dernière lors de Japan Expo dans un tirage physique très limité. Comme le manga ne sera plus jamais reproposé en version physique, nous avions signé un accord d'exclusivité avec Picoma afin de pouvoir le proposer au format numérique sur leur plateforme. C'était ainsi un moyen de pouvoir proposer le titre à la majorité des personnes ou aux personnes qui avaient raté le coche lors de Japan Expo. Laissez-moi vous rassurer sur un point. Un contrat d'exclusivité comme celui-ci, dès l'instant où la plateforme ferme ses portes, devient caduque. De ce fait, on reprend les droits sur la série et il sera possible de les proposer sur plein de plateformes différentes. Maintenant, il faudra un peu de temps pour moi pour déterminer sur quelle plateforme il vaut mieux proposer le titre afin d'éviter justement la même situation qui a eu lieu avec Picoma. Malgré tout, je serai toujours éternellement reconnaissant envers Picoma et ses équipes en France, car mine de rien, c'est eux l'année dernière qui m'ont permis de mettre en place une exposition autour du travail de Yanai lors de Japan Expo et de mettre vraiment le paquet de niveau communication pour mettre en valeur Self et la mangaka lors de sa venue l'année dernière à l'événement. Même si je suis très triste que la plateforme ferme, je ne peux que vous conseiller d'aller checker justement Self qui reste du coup disponible sur celle-ci jusqu'au mois de septembre. Dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous lors de ce journal de bord, c'est finalement quelque chose qui est lié à une question que je vous ai posée sur les réseaux sociaux, à savoir comment on peut s'améliorer. En tant que structure indépendante, on va pas se le cacher, des fois on peut faire quelques erreurs, que ce soit dans la communication ou autre. Et il faut toujours avoir des feedbacks de la part des lecteurs, de la part de vous, pour essayer de savoir comment on peut s'améliorer. Et j'avais posé la question sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Alors, j'ai été très agréablement surpris des réponses qui majoritairement disent rien, vous faites déjà un travail qui est plutôt correct. Malgré tout, il y a quelque chose qui est revenu régulièrement, c'est la gestion du planning. La gestion du planning, c'est quelque chose. Il faut savoir qu'en l'occurrence, quand on travaille avec un distributeur-diffuseur, on est obligé de créer une date de sortie provisoire pour un titre. Du coup, quand on annonce un titre à notre distributeur-diffuseur, on a un créneau très petit pour pouvoir l'annoncer. Techniquement, on prépare les sorties 6 à 8 mois à l'avance. Donc un titre qui sortira en janvier 2025, je l'ai déjà annoncé à mon distributeur-diffuseur. Et je suis obligé de le faire parce qu'en fait, lui, il a besoin de ces 8 mois pour pouvoir préparer justement la sortie du titre en librairie et magasins spécialisés. Le problème, c'est que en donnant ces dates de sortie provisoire, celle-ci se retrouve malgré tout indexée sur des sites et même si on n'annonce pas officiellement de notre côté la sortie de ces mangas-là, il y a des petits malins qui vont aller fouiller un petit peu justement ces sites-là pour essayer de trouver ces dates de sortie. Mais comme je l'ai dit, c'est des dates de sortie provisoires. Souvent, pour ne pas dire tout le temps, on est obligé par la suite de les décaler. Pourquoi? Parce que il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de mire comme les fichiers qui arrivent trop tard, la traduction qui prend un peu de temps ou la volonté de bien préparer la sortie
sortie de celle-ci. J'ai envie de vous dire, faites attention. Chez n'importe quel éditeur, tant que la date de sortie officielle n'a pas été annoncée par l'éditeur lui-même, considérez que les dates que vous voyez sur ces différents sites de vente en ligne ou en librairie ne sont pas les bonnes. Ce sont juste des dates de sortie provisoires. Malgré tout, je suis un tout petit peu tiraillé car j'ai envie d'être plus transparent avec vous et annoncer plus en amont la sortie des suites de mangas ou des nouveautés, mais de l'autre côté, je suis quand même contraint de me retenir un petit peu. Déjà parce que pour certaines annonces, on est obligé d'avoir les validations des ayants droit, mais également des fois parce que je sais très bien que la date de sortie du manga en question va être décalée. Et là, ces derniers mois, la plupart des mangas ont dû être décalés parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais surtout, il y a quelque chose de très important que je n'indique pas très souvent, c'est que j'ai une vraie volonté pour le moment avec la maison d'édition, et c'est de ne pas sortir plus d'un titre par mois. Du coup, quand il y a un manga qui est décalé, tous les mangas qui devaient suivre vont être décalés également. Prenons un exemple, Polaris Will Never Be Gone, dont la date de sortie quasiment définitive n'a pas arrêté d'être décalée. De ce fait, les titres qui devaient sortir après lui, comme Tokugawa Monkeys Volume 2, sont décalés également, et ainsi de suite. Et des fois, un manga peut être décalé de 8-9 mois à cause justement de ce procédé. C'est un moyen pour moi d'être sûr et certain que je pourrais travailler le titre correctement pour le mettre en valeur, mais également pour ne pas saturer le marché. Car avec 220 nouveautés par semaine, au bout d'un moment, si je sors trop de mangas dans le même mois, ils vont être dilués dans la masse de sorties qu'il y a déjà. Ça, c'est clairement pas la chose que je veux. J'ai écouté quand même vos conseils et je vais essayer de trouver le juste équilibre, à la fois pour être plus transparent sur les dates de sortie, mais en même temps, tout en maintenant ma politique, à savoir annoncer la date de sortie définitive au moment où je suis quasiment sûr que c'est la bonne, et là, à ce moment-là, je pourrais travailler le titre comme il se doit. Comme ce qui a été fait pour donc All Magical Girl Volume 6, au moment où la date de sortie définitive était actée, là, à ce moment-là, j'ai pu en parler énormément sur les différents réseaux sociaux. C'est tout pour ce nouveau journal de bord. Il y avait quand même pas mal de choses à dire, mine de rien, et je me surprends à chaque fois, chaque 2 semaines, à me dire que il n'y aura pas énormément de sujets à traiter, et de voir qu'il y a quand même une info qui tombe et qui me permet justement de faire ce genre de vidéo. Les journaux de bord sont là avant tout pour parler un petit peu de la maison d'édition et des choses qui arrivent, du côté positif comme du côté négatif. Des fois, il y a quelques événements, on va dire, qui sont un peu négatifs dont j'aimerais vous parler, mais j'essaie de me retenir parce que je me dis que d'un point de vue professionnel, il vaut mieux garder ça pour soi plutôt que de les exprimer, surtout que les personnes concernées, je ne suis pas sûr qu'elles seraient d'accord pour qu'on en discute lors de ces vidéos-là. Mais malgré tout, j'essaie d'être le plus transparent possible avec vous et de vous parler justement de la maison d'édition et de son périple, de son aventure maintenant depuis 6 ans. Je vois dans les différentes conventions quand vous venez parler avec moi que, mine de rien, vous aimez ce format-là, même si on va pas se le cacher, les vues sur ce genre de vidéos sont beaucoup moindres que sur les vidéos qui sont préparées, écrites, et du coup, forcément mieux montées. Mais j'ai un certain attachement pour ce journal de bord, et je me dis que dans quelques années, quand je reverrai ces vidéos-là, je pourrais me dire, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ces événements-là qui sont passés, et en fait, ça va laisser une trace. Ça va laisser une trace, et même ça va vous permettre à vous, lecteurs, de vous dire dans quelques années, je l'espère, si la maison d'édition continue à grandir de la même manière qu'elle grandit actuellement, de vous dire, j'étais là. J'étais là au début, j'étais là quand on parlait des différentes choses qui arrivaient pour la maison d'édition, et ça me plaît énormément. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez de ces vidéos journal de bord, s'il y a des sujets particuliers que vous voudriez que j'aborde au niveau business ou même au niveau de manga en règle générale. Je prends tous les sujets, j'essaie de trouver de nouvelles thématiques à aborder, et mine de rien, il y a quand même pas mal de vidéos surprises qui vous attendent les prochaines semaines sur la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager autour de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? En plus, avec la petite cloche de notification, vous êtes sûr et certain de ne rien rater. Moi, je retourne travailler et je vous dis à très bientôt. C'était Nico. Tchuss tout le monde.